Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique à la sortie du cinéma dans la Melon Mobile, je vais vous parler du très attendu nouveau film de Clint Eastwood. Certains imaginent que ça pourrait être son dernier, on ne sait jamais, mais en tout cas, on est content de l'avoir en salle, très bien distribué en France, alors qu'aux États-Unis malheureusement, c'est pas trop le cas. Juré numéro 2 ou Juror Number 2, avec au casting dans le rôle de ce juré numéro 2, Nicholas Hoult, qu'on a déjà vu dans pas mal de métrages, bien sûr, et qui commence à bien vieillir cinématographiquement. Bon, vieillir, toute proportion gardée. À ses côtés, on va reconnaître Toni Collette, qui joue la procureure. J.K. Simmons aussi, qui interprète un fleuriste, mais qui n'est pas vraiment fleuriste. Enfin, si, mais pas que. Qui est aussi un des jurés. Citons aussi la présence... étrange peut-être, j'expliquerai pourquoi dans cette vidéo, de Kiefer Sutherland. Bon, voilà. Et puis il y a aussi Francesca Eastwood, l'une des filles de Clint qui joue qui d'ailleurs, qui joue la victime en fait, hein, ouais, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Zoe Dutch qui joue l'épouse de notre juré numéro 2. Bon, alors, film de procès, certainement, un peu, on va dire, avec quelques rebondissements potentiels. Le synopsis français en dit un peu trop, je trouve. Bon, il y aura une zone spoiler très rapide, hein, clairement. Mais restons dans le vague du synopsis américain. On va suivre Justin Kemp, qui est donc appelé à être juré dans une affaire criminelle. Il sera le juré numéro 2, il n'a pas très envie, dans le sens où sa femme attend un heureux événement. Bon, et vraiment, elle est à la fin, vraiment au bout du bout, quoi. Donc, bah oui, si jamais elle accouche pendant le procès, c'est compliqué. Mais bon, il est sélectionné quand même. On voit le processus de sélection des jurés au début, c'est intéressant. Et l'affaire, elle est sur le papier potentiellement simple. Ce serait un féminicide d'un gars qui aurait tué sa femme après une dispute dans un bar. Tous les éléments semblent poindre le gars comme coupable. En plus, il a un passé assez sombre, etc. Donc, techniquement, ça devrait aller vite. D'ailleurs, la plupart des jurés semblent d'accord sur le verdict. Sauf au début 1. Notre juré numéro 2, qui a un doute. Doute né d'un dilemme moral et personnel que je vais expliciter très vite. Mais clairement, s'il pense que le monsieur n'est pas coupable, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est pas très tiré par les cheveux en soi, hein, c'est une petite bourgade en Géorgie, tout ça. Donc tout se connecte potentiellement. Tiens, en Géorgie, c'est pas la première fois que Clint Eastwood fait un film là-bas, notamment Minuit dans Le Jardin du bien et du mal, qui parlait déjà de la justice, peut-être indirectement, ou de l'équilibre de celle-ci, d'une forme, on va dire, de dilemme entre le bien et le mal. Bon, et ben là, on va avoir un film sur le dilemme moral. Et toujours cette recherche eastwoodienne de, voilà, tout n'est pas tout noir, tout n'est pas tout blanc, il y a beaucoup de zones grises. Et c'est un film sur la justice, sur la vérité. C'est vraiment un film 100% dans, on va dire, la passe eastwoodienne, qui profite donc de sa fin de carrière pour revenir à des principes qui lui sont chers, à son cinéma, aussi à ses idéaux peut-être, dans une petite bourgade du sud profond. Et clairement ici, c'est bien. C'est un bon film. C'est très classique et ça, c'est clairement pas un défaut en soi, parce que vu le sujet traité, fallait pas aller dans les esbroufs. Alors les seuls, on va dire, moments cinématographiques, mais ça reste classique, hein, qui sortent de la narration, on va dire, plus ou moins linéaire, ce sont des flashbacks de ce qui s'est passé cette soirée. C'est intéressant. On voit les témoignages, les points de vue, filmés ou pas, point de vue de l'accusé. Bref, comment essayer ici de dénouer la vérité et la réalité, dans le sens où de toute façon, si on a des convictions, on a beau écouter quelqu'un, voilà, c'est intéressant ça. Justement, jusqu'où avons-nous des convictions? Parce qu'au final, on ne sait rien. S'il n'y a pas de preuves hyper directes. Et c'est vrai que là, il y a quand même des zones d'ombre. Bon. Mais tout porte à croire quand même que donc l'accusé, qui s'appelle James Ives et qui est joué par Gabriel Basso, serait vraiment le coupable. Sauf que c'est pas si évident que ça quand même. Et il y a ce doute. Doute nécessaire, doute, alors j'ai plus le terme judiciaire en tête, mais à un moment, le film, évidemment, va nous rejouer 12 hommes en colère de Sidney Lumet. Mais clairement, ça dure, allez, c'est quand, voilà, il y a unanimité cherchée, il y en a un qui doute, et hop, doute raisonnable, hein, c'est ça. Et petit à petit, ce doute-là
va retourner la situation, peut-être, ou pas, des 12 jurés. Là, on voit Clint Eastwood qui rend un petit hommage, bien sûr. Mais attention, ça reste subtil et finalement, même si c'est clairement cela, il y a quelque chose qui va être un petit peu retourné par rapport à la position du juré numéro 2, qui n'a rien à voir avec le personnage de Henry Fonda dans 12 Angry Men. Et après, il y a toute cette histoire. Donc voilà, tu es juré, tu as ta vie privée à côté, personnelle. Tu as envie d'être une bonne personne, ici un homme de famille, parce que sa femme est enceinte, mais tu as aussi ton passé ténébreux. Comme l'accusé, en fait, notre juré numéro 2, a eu un souci dans le passé avec l'alcool. Et il a pu changer. Et là, Clint Eastwood, il met une note de ses thématiques dans son film. C'est la deuxième chance. C'est ne pas forcément juger par rapport à une erreur passée qu'on a... Voilà, on s'est repenti, on a payé le prix, on a droit à une deuxième vie quelque part, on repart de zéro. Il ne faut pas nous juger par rapport à des actes passés qui n'auraient en soi rien à voir avec ici, par exemple, l'accusation. Notre cher accusé ici, par exemple, il a un tatouage qui montre qu'il a été probablement dans des gangs de drogue et tout. Sur le papier, ça ne fait pas de lui un tueur, en tout cas, meurtrier de sa compagne. Ils n'étaient pas ensemble, hein. Ils étaient juste petits amis, enfin, pas mariés, mais voilà, compagnon, compagnonne, enfin, vous avez compris quoi, bref, je m'égare. Mais bon, le fait qu'il soit aussi assez rustre avec celle-ci, peut-être violent, en tout cas verbalement, ça c'est certain. Et qu'il l'ait laissé rentrer seul la nuit, qu'il l'aurait suivi ou pas. Après, oui, il a été un gros goujala et au mieux, il est responsable de sa mort, au final. Mais est-ce que c'est lui qui vraiment l'a tué? Voilà, il y a cette idée-là. Et donc, on a ces prémices et après, on développe en prenant un petit peu aussi à part certains personnages jurés. On va voir un peu le background de chacun, pourquoi ils ont des doutes, pourquoi ils sont sûrs, etc. Et on a le personnage de Kiefer Sutherland, qui est un petit peu le parrain, chef, on va dire, des alcooliques anonymes, qui a pris sous son aile Justin Kemp, donc le juré numéro 2, joué par Nicholas Hoult, et qui est aussi avocat. Et à un moment, et non. Clint Eastwood, alors, je sais pas si c'est de la... c'est une sorte de red herring, un chiffon là, hop, sous les yeux. Mais le personnage de Kiefer Sutherland va disparaître pendant tout le film et revenir un peu vite fait, mais c'est particulier ça. Je sais pas, c'est un petit défaut d'écriture peut-être. Est-ce qu'on avait besoin de ce personnage? D'une certaine manière, oui, mais après on le développe pas. Bon, après c'est un scénario de Jonathan... Non, si, Jonathan Abrams. Est-ce qu'il y a un rapport avec J.J. Abrams? J'en sais rien. Et bon. Et on pourrait penser aussi à un film de Georges Lautner qui s'appelle Le 7e juré, un film sorti dans les années 60. Oui, Georges Lautner, vous connaissez, un film avec Bertrand Blier. Il y a quelque chose aussi. Il y a clairement quelque chose. Et je développerai ça dans la zone spoiler. Bon, sinon, c'est eastwoodien, on va dire, en diable. Dès le début, hein, l'équilibre, je sais pas, c'est la représentation de la justice, yeux bandés, tout ça, doit-on faire confiance aveuglément à la justice, questionnement, et après on voit notre juré numéro 2 conduire, yeux bandés, sa femme vers la chambre du bébé, et elle lui fait confiance, voilà, tout est là. Doit-on faire confiance en la justice? Doit-on faire confiance à ce juré numéro 2, pour la culpabilité ou non, voilà, qui va retourner au nom du juré? Doit-on à tout prix croire que la justice c'est la vérité? D'ailleurs, à un moment, il y a une phrase qui est lancée, c'est « la vérité, c'est pas la justice ». Et rajouter à cela, parce que j'en ai pas parlé, le personnage de Toni Collette, donc la procureure, qui veut à tout prix faire accuser ce monsieur pour son ambition personnelle, parce qu'elle veut être élue procureure générale du district, tout ça, parce qu'il y a des élections bientôt. C'est vraiment des élections bientôt. D'ailleurs, le personnage entend ça à la radio, il coupe au début, hein, le personnage du juré numéro 2. C'est marrant, il sort juste avant les élections présidentielles américaines. Bon, voilà. Et c'est un film qui est quand même bien géré, hein. On voit la grande expérience de Clint Eastwood. C'est quelque chose d'efficace qui va faire douter. Et nous-mêmes, on se demande... J'ai envie de dire, quel parti prendre? Nous aussi, on va essayer de se poser la question de la culpabilité ou non de plein de choses. Ça, c'est malin. Mais ça, c'est purement dans la patte de son cinéma. Et après, dans le dispositif de mise en scène... C'est habituel. Hein. Il y a même des moments Eastwood shot, des discussions au bar par exemple. Voilà. Le traitement du sud profond, on voit ici, hein, un petit country bar, tout ça, où ça picole un peu. Il aime bien aller dans les profondeurs de l'Amérique, chez les vrais gens. Et ces vrais gens qui ont une histoire. C'est juré par exemple. Ça, c'est clairement du Eastwood. Mais sinon, spoiler. Parce que ce juré numéro 2, s'il pense que le personnage donc accusé n'est pas coupable, c'est que il se rend compte que c'est lui qui probablement
a tué la femme par mégarde, par accident, homicide, voilà, alors qu'il revenait du bar, parce que oui, il boit plus depuis 4 ans, mais ce soir-là, alors je crois que c'est 1 ou 2 ans, enfin je sais pas, ça se déroule 1 an ou 2 ans après, hein, le procès, bon. Eh ben, il est allé boire, mais non, il est allé commander un whisky, il l'a pas bu. Par contre, il est rentré dépité, j'explique pourquoi après, et il aurait renversé. Donc, il pensait que c'était un cerf jusque-là, mais il se rend compte que c'était peut-être pas un cerf, qu'il a peut-être percuté, donc la femme qui est rentrée seule et qui a glissé, et boum, et c'est lui qui indirectement, sans le savoir, a tué quelqu'un. Mais il ne le savait pas, donc là, vous voyez, Eastwood, il nous pose un cas particulier. Là, il se rend compte, donc il aurait dû le dire, au moins, pour pas que l'autre soit accusé à tort. Mais en soi, il aurait été aussi accusé d'homicide involontaire, délit de fuite, malgré lui, parce que c'était pas un cerf, mais c'est terrible. Là, c'est vraiment pas de bol, quoi. Donc du coup, il est pris entre deux eaux, il va essayer de rendre le gars innocent, mais il faut pas trop aller loin, parce que sinon, on va faire trop d'enquêtes, et c'est là où le personnage de J.K. Simmons, ancien flic, fleuriste, oui, c'est ça, qui va essayer de relancer l'enquête. Bon, bah finalement, il a du bol, il se fait exclure du jury, parce qu'ils n'ont pas le droit, un jury ne peut pas enquêter en parallèle. Ok, et J.K. Simmons disparaît du film. Un peu comme Kiefer Sutherland disparaît du film à un moment. Pourquoi pas. Bon, ça c'est... Voilà, il reviendra jamais, le fleuriste. C'est dommage. Ou pas. Après tout, c'est intéressant aussi ce genre d'écriture, parce que c'est pas obligé que les personnages que l'on développe un petit peu restent jusqu'au bout. Après, voilà, chacun revit sa vie une fois que l'arc est terminé. Bon, celui de Kiefer Sutherland, c'est dommage. Bon, il va avoir un avocat parce qu'il lui dit la vérité, mais lui, il dit, bah, écoute, ouais, tu risques la prison à vie, hein, si jamais, mon coco. Puis il disparaît, puis il revient à la fin. Oh, j'ai des doutes, oui, bon. Mais voilà, Bon, ça c'est un peu... Voilà, le personnage de Kiefer Sutherland, il est là juste pour faire coucou. Si on veut. Et donc, évidemment, après, bah, il va y avoir ce dilemme avec sa petite amie qui attend l'enfant, enfin son épouse, je crois qu'ils sont mariés. Alors, justement, pourquoi il avait pris ce whisky? Parce que à l'époque, elle avait fait probablement une fausse couche de jumeaux, et les jumeaux devaient arriver le 25 octobre. Il était dépité ce soir-là, et c'est le soir où il y a eu donc l'accident et meurtre de l'accusation. Voilà, bon, bah, c'est pas de bol. Mais justement, voilà, ce petit microcosme-là de ville de Géorgie, enfin de grand village de Géorgie, si vous voulez. J'ai plus le nom en tête, mais c'est pas Savannah comme dans Minuit. J'ai vérifié, c'est pas le même, hein, comme dans Minuit, dans le jardin du bien et du mal, mais c'est ça. C'est que tout peut arriver. Et alors là, bah, évidemment, hein, fausse condamnation, attention, ça revient aussi à juger coupable, dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps. Donner une autre chance, ne pas juger trop vite, tout ça, ça c'est Eastwood, qui clairement va au-delà des institutions, comme d'habitude. Là, la justice américaine, à un moment, oui, il le dit, il le fait dire à ses personnages, la justice américaine, c'est le meilleur système de justice que nous puissions avoir, mais c'est loin d'être parfait. Et parfois, la vérité, ben non, elle va pas aller de pair avec la justice. Et à un moment, ben, il y a le personnage de la procureure qui quand même va avoir cette évolution qui est intéressante. On va se rendre compte que, bah oui, d'accord, bah oui. Et il va être accusé. Celui qui est accusé, donc, pardon, il va être rendu coupable. Il va finir sa prison, sa vie en prison, parce que, au fond, il est innocent, mais il est coupable. Oui, il est coupable d'avoir maltraité sa femme, lui avoir crié dessus, et elle est rentrée seule. Et il n'est pas allé la chercher et l'accompagner. Donc, s'il l'avait récupérée, elle n'aurait pas été renversée. Donc, techniquement, il est aussi coupable. Sauf qu'il ne l'a pas tuée. Mais il est un coupable indirect. Aux yeux de la justice, il aurait été rendu innocent. Donc vous voyez comment ça joue là-dessus, c'est génial. Et à la fin, il y a un face-à-face entre la procureure et notre juré numéro 2. Elle a compris. Elle comprend un peu tard, mais elle comprend. Un peu de facilité là-dessus. Il y a quelques ficelles comme ça qui sont en mode raccourci, mais c'est pas grave. C'est du cinéma, le scénario, là, il en fait ce qu'il veut. Il a l'expérience pour justement les faire, ces shortcuts. Et alors là, bon bah oui, discours sur le banc. Alors ils sont vraiment assis sur le banc. Il y a la déesse de la justice là au milieu, hein, pile. Il y a l'affrontement. Bon bah voilà, c'est comme ça. La vérité c'est pas la justice. Tout ça. Et puis on pense qu'elle va laisser couler, lui aussi. Mais à la fin, elle revient. Elle revient. Il y a un regard western à la porte. C'est le dernier plan du film. Et là, on le sent. Il peut y avoir une suite qui serait appelée accusé numéro 2. Parce qu'elle va probablement tout faire pour relancer le procès, faire libérer l'autre éventuellement, et potentiellement l'accuser lui, et ça pourrait repartir sur une suite, qu'on n'aura jamais, je pense. Enfin, je suis quasi sûr à 99%. Mais on pourrait. À la fin, tu as ça. Tu remets une pièce dans la machine, et on voit le face-à-face, le duel. C'est pas fini. Elle lâche pas prise finalement, parce qu'elle se rend compte aussi qu'elle a fait une erreur. Ça, j'aime beaucoup. Ce final-là est remarquable. Voilà. Je ferme ma zone spoiler. Bref, Clint Eastwood reste un très bon réalisateur. C'est un immense cinéaste. C'est pas son meilleur film là, mais pas grave. C'est un film qui est très abouti dans ce qu'il propose, avec ses limites, assez épuré, classique.
c'est pas dramatique, parce que dans les thématiques qui sont traitées, il le fait bien. Il questionne la psychologie de ses personnages et de nous, spectateurs, donc, sur tout ce qui est vérité, justice, seconde chance, rédemption. Être une bonne personne malgré avoir fait une erreur, ou faire des erreurs, être totalement innocent, mais quand même être une mauvaise personne, potentiellement pour d'autres raisons. Il mélange tout cela. Et comme d'habitude, avec Clint Eastwood, il n'y a pas de manichéisme. Dans ce sens-là, en tout cas. Sur certains films, il a peut-être un peu trop étiré le manichéisme, mais là, non. Et il y a des ambiguïtés et des zones d'ombre. Nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous gris potentiellement. Tous, par erreur, par accident, nous pourrions nous retrouver dans cette situation. Comment réagirions-nous après? Il faut sauver l'essentiel, sa vie privée, les siens, sa famille. C'est un petit peu ce que Eastwood dit ici. Et qui, au final, il ne porte aucun jugement, lui, sur un film de procès, et où il y a la justice qui est rendue. Parce que les êtres humains sont faibles, par nature. Cette erreur-là, on peut la commettre, et après, ça ne va pas nous empêcher d'être une bonne personne avec les nôtres, avec notre famille. Mais la justice, elle, sanctionne, de toute façon. Et c'est là où il pose les limites. C'est passionnant, ça. Il y a une idée platonicienne, là, du rapport entre la justice et la vérité, par exemple. Alors, j'ai plus de détails, mais il me semble. Voilà, si vous voulez faire des références à Platon en ayant plus de connaissances sur le sujet, n'hésitez pas en commentaire. Mais en tout cas, voyez-le, ce juré numéro 2. C'est quand même une belle semaine de cinéma que nous avons, je trouve. Allez voir Anora, allez voir Flow aussi. À minima, ça fait quand même 3 bons ou très bons films proposés sur grand écran cette semaine. Allez, à vous la parole en commentaire et je vous dis à la prochaine. Ciao!